Bonjour Laurent Dautry, tu es psychologue spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, spécialisé en psychopathologie et tu travailles avec les enfants de 6 à 12 ans. Bonjour à toi, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété chez l'enfant. Et moi, quand j'étais jeune, je me disais non, les enfants, bah, il n'y a pas de raison qu'ils soient anxieux. C'est un enfant, il est insouciant, il n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'anxiété chez l'enfant. Est-ce que ça Mmh. existe, l'anxiété chez l'enfant? Bah, déjà pour dire peut-être l'anxiété, l'émotion de base, c'est la peur et à partir de là, étant donné que les enfants, a priori, comme nous les adultes, on est des êtres humains, je pense que c'est tout à fait normal qu'ils aient de la peur à certains moments et donc qu'ils soient anxieux. Alors peut-être on peut moduler un peu ça en disant, finalement l'anxiété de l'enfant, c'est un peu alors quoique je suis pas sûr qu'elle soit si différente que celle de l'adulte, même si elle suit des étapes un peu différentes, parce qu'ils grandissent au fur et à mesure. Mais on va retrouver un peu les mêmes composantes finalement. Donc oui, les enfants peuvent être anxieux et c'est normal qu'ils aient des peurs aussi dans leur développement à certains moments. La D'accord. question, ce sera aussi, de se dire, est-ce que c'est normal à ce moment-là? Est-ce que c'est transitoire ou est-ce que ça va évoluer sur quelque chose d'un peu plus compliqué qu'il faudra peut-être accompagner? Ouais, genre un trouble ou quelque chose de plus sérieux. Tout à fait. Ah, OK. Et au cabinet, quelles sont ou là où tu travailles, quelles sont, les situations les plus fréquentes de stress? Alors, est-ce qu'on différencie déjà le stress, la peur et l'anxiété chez l'enfant ou il y a quelque chose où on met tout? Alors c'est vrai que c'est une vraie question parce qu'il y a plein de termes qui correspondent à des choses qui se recoupent, facilement. On parle aussi beaucoup d'angoisse. Alors moi, l'angoisse, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup en termes, parce que je trouve que c'est un peu trop flou, mais ça, c'est ma vision que personnelle. Mmh. Heu, Après, si on essaye de définir c'est pas si évident parce que c'est très proche, moi, je trouve, entre l'anxiété, le stress, la peur. Moi, je dirais peut-être le critère qui va nous aider à distinguer un peu les choses, c'est vraiment l'impact que ça a. C'est ça le truc le plus peut-être le plus important. Après, peu importe qu'on l'appelle le stress, l'anxiété, la peur, la panique, l'angoisse ou ce que tu veux, pour moi, c'est plutôt quelles conséquences ça a au quotidien pour l'enfant et sa famille. Ouais, c'est ça, c'est comment ça impacte finalement la vie de l'enfant, hein. Ouais, Du c'est coup, ça. c'est pareil que chez l'adulte. Est-ce que ça envahit? Est-ce que ça empêche de vivre au quotidien ou pas en fait? Ouais, Parce que tant que c'est c'est ça. géré, bah, c'est normal. On est tous soumis au stress et à l'anxiété, hein. On est des humains. Heureusement, parce que c'est fait partie des émotions, en tout cas la peur, qui sont très utiles au quotidien, ce qui nous permet de survivre. Parce que si on n'était pas stressé d'aller jouer au foot avec ses copains sur l'autoroute, pas sûr qu'on vive très longtemps, voilà. Donc heureusement on ressent de la On n'aurait peur pas aussi. survécu en fait. C'est On ça. serait pas là 5000 ans plus tard ou 10 000 ans plus tard à en discuter. Je suis bien d'accord, ouais. Ok, donc ce que tu es en train de dire en quelque sorte, c'est que le stress, l'anxiété, a du bon. Oui. Tu peux nous dire en 2 mots, quel bon ça peut avoir, justement? C'est ce que tu viens de Ouais, dire, en fait. ouais, Heu, ouais. En c'est que ça fait, si on peut résumer, présenter un peu comme ça, c'est comme ça que je le présente souvent à mes petits patients ou aux familles. La peur ou le stress, c'est un peu, c'est notre réseau, d'alarme, c'est notre alarme interne. Il dit: «Attention, il y a peut-être un danger là». Donc ce qui va nous amener, nous, à réagir, à peut-être essayer de se protéger ou de se défendre ou de faire attention à ce qui se passe. Donc heureusement qu'on a ça qui nous permet de dire: «Ah tiens, là, j'ai repéré, il y a un truc potentiellement dangereux, donc je vais être un peu prudent» ou peut-être contourner le truc ou voir comment je peux appréhender la situation. Donc ça, c'est tout à fait, normal et hyper important. Comme tu disais, voilà, si on n'avait pas ce réflexe-là d'alerte, il y a peu de chances qu'on vive très longtemps. Voilà, que l'espèce humaine OK. soit d'ailleurs très encore sur terre à ce jour-là. Donc effectivement, c'est essentiel. OK. Pour, que les gens voient un petit peu la variété de situations que tu peux voir chez l'enfant, quelles sont, toi, les différentes situations que tu vois, toi, fréquentes, de stress, d'anxiété que tu vois, dans ta pratique? Bon. Alors ma pratique, moi, elle est en CMP, donc en centre médico-psychologique, donc c'est un contexte aussi un peu particulier qui est différent du libéral ou d'autres services, d'autres structures et alors l'hôpital public, très surchargé entre autres et fait qu'on a beaucoup de temps d'attente et on a aussi, je pense, des situations qui sont des fois, peut-être, assez complexes avec beaucoup de choses, beaucoup de complications, beaucoup de peut-être de troubles associés.
Donc, c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble. Mais en tout cas, dans ma pratique, moi, ce que je trouve pour les enfants que je reçois qui ont tendance à être anxieux, il y a un biais, encore une fois, dans les situations que je reçois. Sur la tranche d'âge que j'ai, il y a, je trouve, plus d'anxiété de séparation. Donc, la difficulté à se séparer des parents, des figures d'attachement dans différentes situations, à des niveaux aussi différents. Euh, L'anxiété sociale aussi, de performance. J'ai l'impression que c'est aussi bien présent, voilà, par rapport au souci du regard des autres. Alors, pas forcément vers les 6 ans, etc., mais plutôt là, quand on s'approche de la préadolescence, là, Mm. c'est beaucoup plus important et on sent que le regard des autres a une importance, ce qui est normal à cet âge. Commence à peser. Oui, puis une pression un peu scolaire aussi sur il faut que je sois bon, que je réussisse. Alors, je suis très stressé par les examens, par les contrôles, etc. C'est un peu les deux grands domaines, mais encore une fois, c'est assez biaisé dans ma pratique. Il y a d'autres problématiques Oui, de l'anxiété. certainement. Après, je sais que moi, dans la mienne, très longtemps, il y a eu les cauchemars, il y a eu des vrais traumas, en fait, ou des traumas vicariants, où le petit copain a dit qu'il s'est fait cambrioler, des choses comme ça, et que l'enfant a développé, ou que eux-mêmes se sont fait cambrioler, qu'ils soient présents ou pas, et que l'enfant a développé une crainte excessive par rapport, et donc des rêves, des cauchemars, etc. Effectivement, donc il y a toutes sortes de possibilités d'être anxieux ou stressé chez l'enfant. Alors, qu'est-ce qui pousse du coup les parents, enfin, quels sont les signaux qui font que les parents vont consulter pour être un peu plus, pas exhaustif, on ne pourra jamais l'être, mais qu'on puisse donner quelques exemples. Qu'est-ce qui fait que les parents se disent, ah, mon enfant, ça va pas, il faut que j'aille voir un spécialiste. Ouais. Bah, je dirais, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est un peu les répercussions au quotidien. Si je vois que Ok. mon enfant est en détresse, il va pleurer souvent, il va être pas bien. Alors des fois, on a du mal à préciser finalement ce qui se passe. On voit qu'il est pas bien. Il peut pleurer, il peut être irritable, il peut être ronchon très fréquemment ou être assez réactif émotionnellement. Euh, Ça peut être un motif de consultation. Après, des fois, est-ce que c'est lié à l'anxiété ou autre chose? C'est possible aussi, mais voilà, c'est un peu, voilà, je vois que mon enfant est pas bien et que ça dure dans le temps et que ça commence aussi à avoir d'autres conséquences. C'est-à-dire, il est pas bien, mais il commence à faire moins de choses. C'est plus Mm. compliqué d'aller à l'école, c'est plus compliqué de sortir, d'aller voir les copains, des choses comme ça. Et ça peut être aussi des motifs où si les parents disent, bah, on voit que nous, bah, ça a des répercussions sur la vie familiale. C'est-à-dire que je suis obligé maintenant de parler à sa place à certains moments. Ouais, quand on est au restaurant, bah, il n'arrive pas à parler, et c'est moi qui vais commander à sa place. Quand on rencontre des personnes, bah, il va se cacher un peu derrière moi, il va s'agripper à moi, ou alors quand on doit se séparer pour aller à la garderie, choses comme ça, ça devient compliqué. Voilà. Et ça dure dans le temps. Donc il y a la déstress de l'enfant, et puis aussi tout ce que ça nécessite en termes d'aménagement derrière pour les parents. Où des fois, on en parlera peut-être tout à l'heure, Mhm. je suis obligé de modifier mon planning, de venir plus Ouais, tôt du travail pour le récupérer à exact, l'école, des choses comme exact. ça. Ouais. Donc devient, ça peut devenir un peu contraignant pour le parent de gérer, de contenir l'enfant. Ouais. Et du coup, on est bien d'accord que l'enfant peut être à la fois avoir des attitudes, des comportements d'agitation, comme des comportements négatifs dans le sens où c'est ce que tu disais, s'isoler, faire moins de choses, plus se recroqueviller sur lui-même, se replier sur lui-même. C'est bien ce que tu dis en fait. C'est pas vraiment des signes très spécifiques à l'anxiété parce qu'on peut le retrouver dans plein de Exactement. situations différentes. Donc ça Exactement. demande après de creuser un peu, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mm. Mais ça peut être, il peut aussi, d'ailleurs on n'en a pas parlé, un peu les crises de colère. Ah, Bah, super, c'est l'occasion. c'est parfois lié à de l'anxiété. Voilà. J'ai très peur d'une situation et on m'oblige à y aller, par exemple, ça peut déclencher une crise de colère. Et donc, on va l'identifier en tant que parent, dire il est colérique, en ce moment, c'est compliqué, sans qu'on voit des fois derrière un peu l'anxiété. C'est pas forcément ça, mais ça Ouais, peut ouais, m'aider. ouais. Oui, et j'en profite pour dire que c'est vrai que en plus, moi je vois très bien que même chez les adultes, la colère vient souvent cacher une autre émotion, la peur
ou la tristesse, ou d'autres choses, ou l'impuissance. On voit ça chez les adultes. Il y a pas de raison pour que ça ne soit pas la même chose pour l'enfant, puisque la colère, c'est une émotion extrêmement, comment dire, très acceptée, parce que c'est une émotion de force, alors que tout ce qui est, bah, j'ai peur, je suis triste, bah, c'est pas forcément accepté, et encore moins pour un garçon. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ah, je pense qu'il y a effectivement une dimension un peu culturelle aussi, de dire bah, finalement la tristesse ou la peur, ça peut être associé à de la faiblesse peut-être, alors que c'est des émotions tout à fait normales, et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ressente ça, mais c'est pas toujours très accepté. Donc on a tendance un peu à l'exprimer autrement ou à le cacher ou des choses comme ça. Et Ouais, là surtout. aussi, je trouve des fois assez étonnant, c'est de voir un peu chez les enfants, quand des fois on leur dit, bah, tu sais, même moi adulte, des fois j'ai peur de trucs, des Ouais. fois je suis triste, etc. Bah, quoi? Ah ouais? Ouais, des fois c'est une vraie surprise. Un peu comme Ouais, si on ça leur restructure, du coup, ça restructure au niveau cognitif. ouais, ça normalise un peu les ressentis. Et ça, Exact. c'est des fois un effet secondaire un peu négatif, je trouve, de la façon dont on appréhende de manière générale les émotions. Parce que si on n'accepte pas une émotion, dire que c'est pas normal, bah, du On peut coup, pas ça la nous gérer. rend mal. Ouais, exactement. Exactement. Très bien, merci. Et du coup, donc on a dit ce qui amène les parents, c'est surtout des comportements qui sont pas habituels chez l'enfant, qui peut les exprimer aussi par la colère, l'agressivité du coup, parce que souvent l'enfant n'est pas encore suffisamment grand pour gérer sa colère, donc ça va être sous forme d'agressivité. Et on va parler de crise de colère, tu en parlais à 2 minutes. Euh, alors, est-ce que c'est quelque chose, l'anxiété, là, c'est quelque chose, alors là, on va peut-être différencier la peur de l'anxiété. Qu'est-ce que déjà tu peux nous dire sur peur, anxiété? Voilà. Si on Si on veut informer et former les gens qui nous regardent par rapport à la petite différence qu'il y a entre les deux. différence entre les deux, bah, je dirais la peur, c'est une réaction un peu immédiate à une situation vraiment de danger. Voilà, Ouais. je sais pas, il y a un chien qui me court après en aboyant très fortement, bah là, j'ai peur, réaction de Et je danger. fuis. Et l'anxiété, c'est plutôt, j'anticipe la Voilà. situation de danger. Dire: Ouais. «Ah, peut-être que là, si je sors, je vais croiser le chien du voisin qui a tendance à aboyer très fort. Peut-être qu'il pourrait me mordre». C'est ça le côté anticipation qui va changer. C'est plutôt Exactement. l'imagination, là. Je suis pas dans la situation dangereuse, mais je l'anticipe. Voilà. Ok. Et beaucoup de parents se posent cette question, hein, est-ce que l'anxiété, c'est quelque chose d'appris ou c'est quelque chose d'hérité? Est-ce que c'est entre les deux? Comment tout ça s'agence? Alors, c'est une super bonne question, auquel je pense on a des fois apporté une mauvaise réponse. Alors, je m'explique. Alors déjà, c'est pas forcément simple de donner une réponse très claire parce que c'est compliqué. Et puis, je pense que l'état de la recherche n'est pas suffisant pour être très clair aussi. Et puis, il y a tous les biais de la recherche de se dire, bah, c'est sur des grands groupes et c'est pas forcément la vérité pour une personne Mm. particulière. Mais ce qu'on peut dire de manière peut-être générale, tu me diras toi ce que tu en penses aussi, c'est que c'est l'association de plusieurs facteurs. Et c'est un peu d'ailleurs la règle pour beaucoup de problèmes de santé mentale. Finalement, il y a l'association de plusieurs facteurs. Alors, on Toujours pourrait dire multifactoriel, en fait. ça, voilà, c'est jamais Tout à fait. simple. Mm. Voilà. Donc, il y a des facteurs plutôt internes ou biologiques liés à la génétique, notamment. Et ça, il y a quand même des composantes comme ça aussi dans l'anxiété. Ouais. Il y a des recherches qui sont plus précises là-dessus. Euh, mais ça veut dire, pour montrer un peu à quoi ça peut ressembler, c'est que bah, quand les petits bébés, ils se ressemblent pas à la naissance tous pareils. Au-delà de leur aspect physique, évidemment, il y a leur façon de réagir à leur environnement, aux changements, aux situations, etc. Il y a des bébés qui vont être très cool, c'est-à-dire bon, on peut les emmener un peu partout, ça passe nickel, on a l'impression que tout va bien. Alors, même si c'est un peu agité autour, bah, ils sont très tranquilles. Et à l'inverse, peut-être à la poser d'autres, des petits trucs, ils vont être tout de suite très réactifs. Et donc ça, c'est lié en fait à leur tempérament, donc leur équipement biologique de base, qui fait qu'ils vont réagir de manière différente en fonction de ces situations. Donc ça, c'est un peu, pour résumer, je dirais des facteurs plutôt internes biologiques. Et donc, pareil, il y a des enfants, on va dire, au tempérament un peu plus anxieux, c'est-à-dire que très tôt, ils vont être beaucoup plus sensibles un peu, on va dire, au changement,
s'inquiéter peut-être un peu plus facilement, etc., que d'autres. Et après, il y a d'autres facteurs plus, on va dire, environnementaux, même si c'est encore très large là-dedans. C'est un peu, quelles sont les expériences que je vais vivre au fur et à mesure, comment je vais appréhender les situations, comment je vais apprendre à gérer aussi tous ces changements, ces choses qui peuvent éventuellement m'activer émotionnellement, comment on va m'aider aussi à les gérer dans ces moments-là. Et il y a tout ça. Alors, je résume beaucoup parce que l'environnement, c'est beaucoup plus Oui, large oui, que ça. mais c'est un Mais sujet où on passerait 3 jours et on le finira pas. donc, je sais plus si quelle était ta question. Je crois que j'ai. La partie apprise, donc tu es en train de me répondre. En fait, tu me disais que finalement, il y a la partie du caractère, le tempérament inné, et vient de se greffer dessus ce qu'on va vivre dans la vie, et peut-être que l'environnement va apporter aussi des éléments qui vont peut-être. Donc là, du coup, on parle de la vulnérabilité biologique, le Oui. tempérament. Oui ou non, il y a une vulnérabilité biologique. Et puis, vient se greffer dessus, tu en étais là, c'est-à-dire vient de se greffer dessus des choses de l'ordre de l'appris, de comment je gère une situation. Et puis peut-être aussi, d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, si les parents sont anxieux, peut-être qu'il y a quelque chose de biologique et peut-être quelque chose d'appris. Et du coup, est-ce que ça vulnérabiliserait pas l'enfant un peu plus qu'un enfant qui aurait un bon tempérament, ou alors qui aurait un tempérament craintif, on va dire, il y a une vulnérabilité biologique, mais que l'environnement, il est plutôt sain, pas sain dans le sens sain, mais dans le sens qui n'est pas trop anxieux. Et donc, peut-être que l'enfant va être aidé par cet apprentissage. Donc, en fait, c'est comme tu disais, c'est multifactoriel. C'est un petit peu ce que tu voulais dire ou tu voudrais Oui, préciser oui, autre il y a chose? ce côté-là. Puis le côté, quand on parle des parents, il y a aussi on va dire, un raccourci Oui. qui est encore fait sans doute, et puis des fois spontanément de la part des parents qui vont se dire, mon enfant a des difficultés, donc de base, c'est de ma faute. Voilà. Ouais. C'est Et dommage. puis, ouais, ce qui est, alors ça se comprend. Souvent, les parents, ils se sentent coupables de tout ce qui peut se passer pour leurs Pour un enfants. oui, pour un non. Voilà. Et ce qui est, alors ça, c'est pas forcément, enfin, ça se comprend tout à fait. Ce que je trouve un peu plus dérangeant, c'est quand ça vient de professionnels. C'est-à-dire que le professionnel pourrait dire, mais finalement, laisser sous-entendre ou le dire explicitement, si votre enfant est anxieux, c'est à cause de vous ou parce que vous êtes anxieux. Et ça, c'est un peu, je trouve, un raccourci ou le biais. Après, il y a différents modèles d'explication, etc. Mais je trouve que c'est d'une part pas utile et pas factuellement vrai parce qu'on n'a pas d'éléments qui montrent ça. Exactement. Enfin, beaucoup d'études autour de l'anxiété montrent que on peut avoir, en étant un enfant anxieux, on peut avoir un parent, un des deux, pas forcément les deux d'ailleurs, qui est sujet aussi à l'anxiété, avoir un trouble anxieux par exemple. Mais c'est juste j'ai envie de dire, c'est un lien statistique, c'est pas un lien de cause à effet. Ce qu'on a Mm. juste montré, c'est que ça arrive aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que le parent est anxieux que l'enfant va être anxieux. C'est pas systématique. Ça, c'est important que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent comprennent ça, que c'est pas systématique. Mm. Et OK. même, ça se Ça, voit c'est une première dans chose. dans les familles où il y a plusieurs enfants. Des fois, il n'y a qu'un seul enfant qui est beaucoup plus anxieux que les autres. Donc, Exactement. si c'est que la faute du parent anxieux, disons Tout que le monde, tous les enfants seraient anxieux. c'est ça. Donc, il y a bien Exact. d'autres facteurs qui jouent. Voilà. Absolument. Donc, du Donc, coup, on ne peut pas dire que c'est appris, on ne peut pas dire euh, que c'est inné. Moi, j'ai tendance à me dire que euh, 30% peut-être est de l'ordre de la vulnérabilité biologique et peut-être que le reste est appris, mais par l'environnement, mais par les événements aussi, parce qu'on ne parle pas des événements de vie. Quand un enfant a vécu un événement de vie difficile, ça va être compliqué pour lui pas systématiquement, bien sûr, encore une fois, même là, c'est pas systématique. Il y a des enfants qui vont bien gérer un événement systématique, un événement de vie qui est compliqué, et d'autres pas. Donc, il y a effectivement
quelque chose qui est de l'ordre. D'ailleurs, j'en parlais dans le podcast avec Dr Hervé Montes, psychiatre à Orléans, qui me disait justement, il y a une caractéristique voilà, du tempérament et que le reste, il parlait de comment se forme la personnalité. Et il disait que c'était en fait la rencontre entre le tempérament et tous les événements de vie qui vont venir et donc comment la personne va traiter ces événements de vie qui va développer avec le temps la personnalité. Et effectivement, même au niveau de l'anxiété, des traits anxieux, ben, on voit la même composante plus ou moins. Après, le 30%, je le sors de nulle part. C'est vraiment quelque chose d'empirique et de personnel parce que je me dis, bon, ça doit être 15 à 30% parce que sinon, enfin, il y a plein d'exemples qui montrent que le contraire n'est pas vrai. Parce qu'on a beaucoup entendu que, il y a très longtemps, on disait, enfin, très longtemps, il y a une vingtaine d'années, c'est pas très si long que ça, que tout était inné, alors que, ben non, on sait que c'est pas tout n'est tellement pas inné. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Il y a aussi un Ok. autre facteur, des fois qu'on parle pas beaucoup en santé mentale, je trouve, c'est aussi les Ouais. facteurs du contexte de vie. Parce que nous, quand on est professionnel de santé, on voit des familles, alors ça peut être des adultes aussi, des parents, des enfants, etc., qui ont des fois aussi les moyens ou les ressources pour accéder à ces professionnels de santé. Et il y a toute une frange de la population, sans doute les plus précaires, les plus pauvres, qui sont dans des situations socio-économiques qui sont compliquées et qui sont aussi des facteurs de stress. Et donc, ils sont aussi très vulnérables et peut-être ceux qu'on voit, alors, je ne vais pas dire qu'on voit le moins, mais Ouais, qui ont moins ouais, je accès aux soins de manière générale. Ouais. Et Et, si on rajoute le tabou du psy, on est fou, machin, ça rajoute une bonne dose bah, ouais, de, bah, de perte de chance finalement pour ces personnes. c'est Ok, vrai que c'est important d'avoir une vision un peu globale finalement dans la situation de cet enfant. Mais ça, c'est plus le côté, on va dire, professionnel, on va dire. Se dire, bah, dans quel milieu on vit, quels sont les événements de vie qu'on a traversés qui pouvaient être potentiellement compliqués, quel est un peu le tempérament de l'enfant, comment il a grandi, comment il se développe, comment il s'adapte un peu aux choses, et puis un peu tout ça, quoi. Mais c'est important de ne pas rester trop focalisé sur un petit truc, parce que bah, l'être humain est beaucoup plus complexe qu'une exactement, situation très précise. tout à fait. Bien, donc du coup, ça nous amène à la manière la plus efficace de traiter le stress chez un enfant. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Nous sommes dans la thérapie comportementale et cognitive, c'est-à-dire que nous sommes à la fois dans l'écoute et à la fois dans l'intervention. L'intervention se fait aussi bien chez l'enfant que dans l'environnement de l'enfant. Selon toi, donc ton expérience, quel est le traitement thérapeutique qui a montré le plus de niveau d'efficacité? Alors, bah, si on regarde un peu les recherches sur la prise en charge des troubles anxieux, ce qui est a priori reconnu, on a le plus de données, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, plutôt individuelle auprès de l'enfant, qui a montré le plus haut niveau de preuve. Ça ne veut pas dire que c'est efficace pour tout le monde, mais en tout cas, c'est dans les données qu'on a aujourd'hui, bah, c'est ce qui est a priori le plus efficace. Après, ça ne veut pas dire que ça convienne à tout le monde ou que ça soit faisable pour tout le monde, mais en tout cas, dans l'état des connaissances, si je ne me trompe pas, c'est plutôt ce type Absolument. d'approche qui est plutôt recommandé. Voilà. Absolument, Après, ça a même été démontré, enfin, ça a été même fait, recommandé par la HAS, la Haute Autorité de Santé en France. Et dans le monde, c'est carrément la TCC, c'est première ligne. qui montre voilà, c'est le gold standard en fait des troubles anxieux de toute manière, toutes catégories confondues. Ouais. Il me Ok. semble que dans certains cas, il y a la réflexion d'un point de vue médical de rajouter ou pas un traitement médicamenteux qui peut donner un coup de pouce. Voilà, c'est Ça à peut toujours aider. Ça ajuster, peut aider. Mhm. pas systématique, mais ça peut être des fois important. Aidant. Et donc voilà. Euh, donc ça, c'est un peu l'état. Alors, c'est plus facile pour moi d'en parler parce que je suis formé à cette approche. Donc, voilà. Après, l'approche dont tu parlais, le type d'accompagnement, commençais à en parler un petit peu tout à l'heure, que je propose, qui est un peu plus récent, que je fais pas systématiquement. Euh, c'est un programme qui sort un peu de l'ordinaire, dans le sens où on va cibler vraiment qu'un travail avec les parents. Alors on pourrait se dire, pourquoi alors on va travailler avec les parents si c'est pas la faute des parents, etc. Alors pour ça, si on refait un petit retour en arrière sur l'anxiété de l'enfant,
on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que quand on a un enfant qui est facilement anxieux, eh ben, nous, en tant que parents, naturellement, on va essayer de s'adapter à ça. Ce qui est logique, parce que si notre enfant a un niveau de détresse très élevé, eh ben, a priori, ça nous met pas très bien. Et donc, on va essayer de faire en sorte qu'il se sente mieux, qu'il puisse quand même avancer malgré ça, ou en tout cas de lui éviter peut-être certaines situations qui vont le mettre un peu, l'activer ou le mettre pas bien. Ce phénomène-là, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel et qui est normal et c'est tout à fait adaptatif et heureusement qu'il existe quelque part. Mais avec une petite réserve, parce qu'on pourrait dire, alors, il y a plusieurs termes qu'on pourrait utiliser pour appeler ce mécanisme d'adaptation. Dans le programme, en tout cas dans l'approche que j'utilise, on appelle ça l'accommodation familiale. C'est comment je m'accommode, comment je m'adapte un peu à cette situation un peu particulière. Et on pourrait distinguer deux types d'accommodation. Il y a les accommodations utiles. Par exemple, euh, mon enfant veut jouer au ballon sur l'autoroute. Non, 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 tu vas pas aller là, tu vas plutôt aller là. Donc, je vais lui éviter cette situation et c'est utile parce que ça va le protéger. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Euh, et puis, il y a l'accommodation qui est pas très utile, qui est celle par rapport à l'anxiété. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver un exemple peut-être pour que ça soit plus parlant. C'est, par exemple, voilà. Euh, j'ai, je me souviens d'une situation comme ça. J'avais euh, un jeune garçon là qui était très anxieux au moment d'aller se coucher le soir. Alors, il y avait d'autres sujets d'anxiété et de peur, mais le soir, c'était un moment souvent difficile et qui demandait à Qu'on ses retrouve parents. très très souvent d'ailleurs, très bon exemple. Et, et du coup, qui demandait à ses parents, voilà, est-ce que, papa, est-ce que tu peux allumer la lumière? Voilà, tu gardes bien la petite lumière, voilà, c'est toi qui l'allume, hein. Est-ce que tu peux vérifier que les volets sont bien fermés, les volets aussi, là? Tu peux vraiment regarder? Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Quand tu pars de la chambre, est-ce que tu peux bien laisser la porte ouverte, s'il te plaît, que je vois la lumière du couloir qui est allumée? Voilà, il y avait tout un tas de petits rituels comme ça pour rassurer l'enfant et que le parent faisait parce qu'il voyait que ça la soulageait finalement, ça soulageait et que ça pouvait aider un peu l'endormissement. Alors quand je dis ça pouvait aider, c'est pas vraiment vrai parce que en fait, avec le temps, ce que les parents pouvaient observer, c'est qu'au fur et à mesure, l'enfant, il rajoutait un petit truc à vérifier. Tiens, en fait, t'as regardé sous mon lit s'il n'y avait pas de trucs de bestiole ou de monstres ou de machin? Ok, d'accord, c'est bon. Là, mon bras, il n'est pas bien mis. Tu pourrais le remettre bien, bien comme il faut là pour que ça soit bien, que je sois bien. Ok, c'est bon. Puis des fois, les parents partaient. Et puis, papa, maman, venez là, il y a un problème. Vous pourrez vérifier. Je crois pas que tu as vérifié s'il y avait si la fenêtre était bien fermée tout à l'heure. Voilà. Bon. Et ça pouvait ramener encore d'autres Faisait questions. facile une heure et demie à des parents qui vivent l'enfer de ce type-là. Oui, effectivement. Et puis, bon, plein d'exemples comme ça. Après, c'est différent d'enfant pour chaque En enfant, mais enfance, c'est sûr. Et globalement, voilà. tu as bien décrit la situation. Ouais. Et donc, euh, et donc, en fait, finalement, dans cette situation, le parent s'accommodait et dire, bah voilà, je peux faire ça, ça permet de réduire un peu la détresse de mon enfant. Mais en même temps, je vois qu'il y a un côté contraignant et que ça n'a pas l'air de super bien fonctionner parce qu'au fur et à mesure, il y a toujours plus de trucs Mm. et que c'est compliqué. Voilà. Et pour parler de cette situation-là que j'ai un petit peu en tête, c'est par exemple le moment où, par exemple, les parents, deux fois le soir, allaient regarder la télé, donc ça faisait un peu de bruit, donc que l'enfant, lui, il entendait le bruit, ça le rassurait. Mais des moments Exact. où il regardait pas la télé, il n'entendait pas ses parents. Du coup, là, il se lève en panique, il court dans la maison. Ah, vous êtes là? Ah, je croyais que vous étiez parti ou qu'il y avait un problème, j'entendais plus le bruit. Et donc, les parents étaient obligés, presque quelque part, de parler un peu fort pour se faire entendre jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Et après, ça pouvait aller. Donc, c'est qu'un exemple parmi tout un tas d'accommodations familiales qui pourraient arriver Oui, et mais qui sont très. en même temps, tu mets en lumière que ça marche finalement dans le court terme, que ces techniques marchent dans le court terme, mais que finalement, au long terme, ça ne marche pas trop puisque l'enfant va toujours rajouter des choses pour se rassurer à chaque fois. Et qu'à chaque fois que le parent va rassurer, avec les jours et les semaines, finalement, on se retrouve à juste la petite lumière au départ, on se retrouve à 10, 15 comportements que le parent doit faire pour que l'enfant soit soulagé. Donc en fait, ça augmente avec le temps.
Ouais, C'est donc un peu très un bien. phénomène un peu classique en général de l'anxiété, parce D'accord. que des fois on part d'une peur, d'une situation qui nous a fait peur, et ben ça s'élargit au fur et à mesure. C'est-à-dire, bah, je me suis fait mordre par un chien il y a très longtemps, puis j'ai commencé à avoir peur d'aller de tous les chiens. Puis après, de sortir dans la rue, parce que je pourrais croiser un chien. Et peut-être aussi de croiser d'autres animaux qui pourraient m'attaquer. Et donc Mm. finalement, ça commence à contaminer et à prendre de la place avec toutes les séries d'évitements qu'il y a souvent avec. Voilà. C'est un peu un phénomène un peu classique. Donc c'est comme tu disais, en fait, c'est un peu, je dirais, une fausse bonne idée. Ça part d'une très bonne idée des parents de se dire, bah, ok, bah, ça le soulage un peu, ça fonctionne au début, mais en fait, pas tant que ça, parce que finalement, ça aide pas. Ça continue et ça a tendance à s'accroître. Alors d'ailleurs, ça, c'est un des critères peut-être de consultation aussi, de se dire, bah, on a mis des Oui, trucs en place, ça va oui. mieux, ça n'a pas l'air de se propager ou quoi que ce soit, bah, tant mieux, c'est plutôt bien, voilà, ok. Si par contre on sent que ça commence à prendre des proportions toujours un peu plus importantes, et ben là, c'est peut-être un point de vigilance à avoir, je dirais. Et, euh, et pour revenir sur les accommodations, et donc ça part forcément, comme je disais, bah, d'une bonne intention des parents. Genre, mon enfant est pas bien et j'ai envie qu'il soit mieux. Bien sûr. Parce que souvent, les parents, bah, ils disent le lendemain, il y a école, moi, il y a le travail, je me lève à 6 heures du matin. Donc, en fait, le sommeil de l'enfant est hyper important pour que, déjà, lui, que l'enfant ait sa dose de sommeil qui soit reposée le lendemain et que lui-même puisse aller enfin se dormir. Donc, effectivement, c'est tout à fait normal de faire des accommodations. C'est quand ça ne marche, au bout d'un moment, ça ne marche pas, ça ne suffit plus à l'enfant que là, il y a augmentation, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, ce qui se passe, le mécanisme, c'est que ça va renforcer un peu l'évitement, parce que ça évite à l'enfant de se retrouver dans la situation et aussi de l'apprendre un peu à la gérer, voilà, quelque part, Par euh, lui-même. par lui-même. Ouais. Et c'est un peu le revers de la médaille, je dirais, de cette accommodation familiale qui est pas utile, euh, parce que finalement, et c'est pas de la faute des parents, parce que on n'a pas Non, bah conscience de ça. non, comme il peut. Finalement, le message que ça envoie quand je dis à l'enfant, enfin, quand je fais à sa place, quand je parle à sa place parce qu'il a du mal à parler devant des étrangers ou quand je lui évite d'aller au centre de loisirs pour être avec des enfants qu'il ne connaît pas, des choses comme ça, eh ben, je lui envoie le message implicite que tu as raison, c'est dangereux, tu ne peux pas y arriver. Et tu as besoin de moi pour le faire, pour gérer ce moment-là. Alors, la plupart des parents n'ont pas cette idée-là en tête, parce qu'ils voient la Non. détresse de l'enfant. Mais c'est ce que ça envoie comme message finalement à l'enfant, qui va se dire, bah ouais, je ne peux pas gérer, il faut que je demande à papa ou maman de faire à ma place. C'est comme ça que je peux gérer. Je suis pas Voilà. capable de gérer. Je ne peux gérer qu'en présence de mes parents. Ouais. Alors évidemment, je simplifie un peu les choses, mais c'est un Oui, peu mais globalement. en réalité, ça se passe comme ça dans la tête de l'enfant. Et puis évidemment, chez les enfants, ils n'ont pas le recul ou les compétences cognitives aussi pour se dire, si j'analyse la situation de manière très générale, comment je peux me la représenter. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc, Le c'est cerveau n'est normal. pas fini et il se terminera à 25 ans. Donc, effectivement, et plus c'est petit, moins ça a de recul. Effectivement, c'est important de le souligner. Et, et du coup, ça entraîne aussi une situation encore plus dépendante aussi de l'adulte. Et voilà, c'est un peu, on peut dire toutes les potentiellement les conséquences sur bah, finalement, bah, est-ce que moi je me sens compétent pour gérer ces situations-là? Euh, et, euh, et donc on peut imaginer tout un tas de répercussions dans la vie quotidienne ou dans le développement de l'enfant. Mm. Et encore une fois, ça part d'une bonne intention des parents. C'est pas Oui, non, dire mais c'est ah, important. etc. C'est important que tu le dises, parce que souvent les parents sont coupables pour un oui, pour un non, se sentent coupables pour un oui, pour un non. C'est important de dire que c'est pas leur faute. Ils font ce qu'ils peuvent pour aider leur enfant, ce qui est leur job à la base. C'est juste que Oui, justement quand l'enfant va exprimer beaucoup d'anxiété et que là ça va être trop pour lui, c'est là où justement faut en parler à quelqu'un et justement travailler sur. Du coup. Du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, du coup, c'est pour ça que dans ce programme-là, tu vas travailler avec les parents et pas forcément avec l'enfant. Surtout quand ils ouais. sont petits. Oui, en plus, voilà. On pourrait même avec les parents d'enfants plus grands parce que bah, c'est un autre avantage, c'est-à-dire que des fois, pour que les enfants ou les ados veuillent venir en thérapie, c'est pas d'emblée facile parce Ah que non.
Parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on va me vouloir? Qu'est-ce que je vais devoir dire? Qu'est-ce que je vais devoir faire? En plus, dans les thérapies cognitivo-comportementales, comportementales, ça nous oblige des fois, enfin, ça nous amène à expérimenter des choses, à nous exposer à des choses difficiles. Et ça, Ben non. pour un adulte, c'est pas toujours évident. Pour un enfant, dire, ouais, attends, L'enfant, c'est n'importe quoi. Pour lui, c'est mort. Et puis souvent, l'adolescent, il n'a même pas demandé à venir. oui, L'enfant non plus. Même si les parents lui en l'ont convaincu, on va voir le gentil monsieur, la gentille petite dame, et elle va t'expliquer, tu vas voir, tu iras mieux, tu auras plus de peur, etc. Il va dire oui, mais en fait, lui, c'est pas sa demande initiale, c'est la demande des parents, donc il n'est pas très motivé au changement, pas très motivé à l'expérimentation, comme tu dis, aux exercices qu'on va faire, donc ça risque de ne pas fonctionner. puis, prendre du temps, ça veut pas dire que ça fonctionne pas à un autre moment, mais en tout cas, il y a des moments où on sent que là, c'est peut-être pas bon. Voilà. En tout cas, pas le moment, pas l'approche qu'il faut à ce moment-là. Alors, il y a des stratégies qui peuvent aider à trouver de la motivation, mais des fois, ça fonctionne pas suffisamment et c'est pas suffisant. Et d'où l'intérêt d'avoir une approche plus ciblée parentale. Alors, quand je dis approche parentale, c'est fait référence à un programme un peu particulier qui n'est pas une thérapie parentale, voilà, sur l'anxiété des parents Non. ou autre. C'est vraiment sur déjà moi, comment, enfin, peut-être donner le nom, c'est peut-être plus simple. C'est Oui, le programme vas-y, on donne le nom du programme. qui s'appelle le programme ou l'intervention SPACE. Voilà. Alors, Comme l'espace en voilà, anglais. comment ça se passe. Alors, j'ai un accent anglais vraiment pourri, donc je suis désolé. Mais si je le traduis un peu en français dans un truc qui pourrait ressembler un peu, c'est un peu un programme parental pour accompagner les émotions anxieuses de l'enfant. Ok. Oh, je Et l'idée de mettrai ce en barre d'infos le nom et qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme. d'accord, merci. Et, euh, et donc, c'est un programme qui est structuré, qui est vraiment par étapes, comme il existe d'autres programmes pour d'autres sujets d'ailleurs. Je pense quand on a des enfants qui ont des comportements d'opposition, comportements défiants à la maison, il existe déjà des programmes structurés type Barclay et autres qui existent. Voilà. Là, c'est un peu sur ce même modèle. Oui. Pardon, qu'on va appeler juste pour le nommer, qu'on va dire, on va souvent entendre parler des psys dire de la guidance parentale. Et c'est très bien que tu sais ce que tu disais, c'est pas la thérapie des parents, il faut pas qu'ils l'entendent comme ça n'est pas une thérapie des parents, c'est une guidance parentale pour les rendre finalement co-thérapeutes. En fait, ils font office de thérapeute dans le milieu de l'enfant. Alors, oui, après, Tu c'est valides ou alors c'est pas la même chose, Space? Parce que souvent on fait ça quand on travaille avec les enfants. Est-ce que c'est ça ou c'est pas vraiment ça? Je te vois hésitant, donc c'est peut-être entre les deux. parce que, en fait, moi, je différencie deux aspects. Par exemple, dans la thérapie cognitivo-comportementale, quand on travaille avec des enfants, ça peut arriver qu'on inclue un peu les parents pour qu'à la maison, ils entraînent aussi l'enfant, lui proposent des situations, etc. Là, on n'est pas vraiment dans cette optique-là, dans le sens D'accord. où on va travailler que sur le comportement du parent, c'est-à-dire c'est sur ce que moi je vais répondre ou faire dans les situations où mon enfant est anxieux. Et je ne vais pas Ok. exiger de lui qu'il fasse quelque chose de différent de d'habitude. Je vais juste travailler sur ma position à moi, ce Ouais. que je vais accepter, ce que je vais lui dire, comment je vais accueillir ses émotions, par exemple, des choses comme ça. Et c'est ça qui est intéressant dans le programme parce il y a aussi tous les biais qui peuvent arriver si, quand le parent est co-thérapeute quelque part, bah, ça lui fait prendre une place qui est un peu différente aussi et qui n'est pas évidente à tenir à la maison parce que si je dois accompagner mon enfant à s'exposer à une situation qui lui fait peur, eh ben, déjà en tant que thérapeute, c'est pas toujours simple de le faire. Bon. Et c'est vrai que là, il a pas la distance que le thérapeute peut avoir. Donc Ouais. ça les met au Tout à fait. défi. Si ça marche, tant mieux, mais Mm. c'est pas évident. Voilà. Mm. Et Là, puis ça c'est peut mettre dans une situation un peu délicate par rapport à l'enfant. Son rapport à son enfant peut changer aussi. Ça peut créer aussi peut-être des disputes ou des embrouilles ou je ne sais quoi. Je pense que c'est vrai que c'est très très délicat, effectivement. Donc, ça veut pas dire que ça soit pas utile, mais en tout cas, c'est vraiment à réfléchir et puis à voir quelles sont les options qui existent aussi. Et donc là, dans ce programme, la Space, l'idée, c'est de se dire, on va vous accompagner, on va faire un travail ensemble qui court parce que c'est de l'ordre d'une dizaine de séances, donc c'est bref comme traitement. Par contre, c'est hyper impliquant. C'est-à-dire que on va bosser ensemble, on va faire équipe pour voir comment on va mettre en place une sorte de plan d'action pour aider votre enfant finalement à mieux appréhender son anxiété. Mais ça va passer par vous. Voilà.
Donc c'est un programme, comme je disais, qui est structuré. L'idée, c'est voilà, chaque étape va avancer d'un petit cran où on va s'appuyer sur des choses qu'on va essayer de mettre en place à la maison. Et puis la fois d'après qu'on se revoit, alors comment vous l'avez mis en place, comment ça a fonctionné ou pas, comment on peut l'ajuster, et puis on passe après à l'étape d'après, etc. Petit à petit. Vraiment, on est accompagné pas à pas pour avancer. Euh, ouais, Notamment lever les difficultés. Notamment, la séance sert aussi à lever les difficultés que le parent trouve avec l'enfant à mettre en place, parce que des fois, il y a des freins parentaux aussi par rapport à leur propre schéma d'apprentissage dans leurs propres enfances. C'est pas forcément évident de mettre en place certaines choses, donc c'est important que bah, ces séances sont là aussi pour lever quelques freins et peut-être et aider le parent à mettre en place le programme. oui, et puis moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est voilà, c'est un travail d'équipe et que c'est normal qu'il y ait des moments, où il y ait des obstacles, que ça soit compliqué. Mais on en est là pour en parler, pour voir un peu comment on peut faire avec ça, quoi, finalement. Et que c'est pas un travail qui est simple, mais qui vaut le coup déjà. C'est un travail qui est utile, mais qui demande aussi une implication et d'avancer aussi sur un chemin qui est pas toujours très facile. Voilà, d'aiguille. Comment tu le mets comment les gens arrivent à être convaincus? Je pense que c'est pas forcément facile. Est-ce que c'est, alors je sais pas, hein. Est-ce que toi, tu as déjà eu, moi c'est vrai que je fais pas le programme comme ça, mais j'ai eu toujours à faire voilà, des séances où je parlais aux parents, on va repérer les renforçateurs justement dans les comportements des parents. Mais toi, dans ton programme, est-ce que tu as des réticences? Comment tu introduis l'idée du programme? Est-ce que tu le fais dès le départ? Est-ce que tu reçois les parents seuls? Est-ce que tu peux recevoir les parents avec l'enfant quand même? Tu as une vision de l'enfant ou tu te suffis des parents depuis le début? C'est ces petits détails-là qui pourraient intéresser nos auditeurs. Alors, quand je propose ce programme, je le propose qu'aux parents sans la présence des enfants. Et ça peut arriver que, alors, il y a toujours des exceptions un peu à la règle, mais c'est vraiment à destination des parents. Alors pour leur présenter le programme, bah, ça passe un peu par la case un peu, on va dire un peu classique de la psychoéducation. C'est quoi l'anxiété? Et essayer de comprendre un peu les mécanismes. Parce que là, ça permet de mieux comprendre un peu cette notion d'accommodation, de se dire, bah ouais, tiens, c'est ce que je fais un peu à la maison. Et je vois peut-être que c'est pas forcément la meilleure approche que je peux avoir. En tout cas, ce qui pourrait être le plus utile pour aider mon enfant. Et donc là, ça ouvre peut-être plus facilement la voie. Eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hmm. Ben là, il y a un programme spécifique là-dessus, et puis présenter un peu les caractéristiques de ce programme. Puis, comme pour toute approche et accompagnement, ben, faut que les personnes expriment leur consentement éclairé sur, OK, on est d'accord pour s'investir là-dedans, on a bien compris comment ça allait fonctionner, et puis, OK, on y va. Ou alors, on n'y va pas, et puis on essaie de voir comment on peut faire autrement. Voilà. Donc, D'accord. la partie, je trouve, moi, j'ai très à cœur le travail avec les parents parce que je trouve de manière générale, ça dépend aussi des lieux, etc. On fait pas beaucoup de travail, moi, je trouve, avec les parents, ou pas suffisamment. On a Hmm. plus, peut-être historiquement, dans l'accompagnement, dire, bah, on va faire nos séances avec les enfants et puis basta. Voilà. Hmm. Alors que bah, les parents, ils sont confrontés, ils vivent avec leur enfant H24 quasiment. Et donc, ils sont aussi amenés à pouvoir appréhender des situations qui sont délicates, à devoir les comprendre. Et c'est pas toujours simple de les comprendre. Donc, on a Ouais. besoin aussi des fois d'avoir des petites billes pour comprendre tout ça, quoi. En fait, ça paraît même presque évident parce qu'ils sont en première ligne. Si les parents ne sont pas équipés, ne serait-ce que pour comprendre en dehors même du programme SPACE, psychoéducation pour les parents, si en fais autrement, ça paraît évident de travailler avec les parents pour qu'ils puissent avoir une compréhension claire de ce qui se passe chez l'enfant. Parce que de toute façon, dès lors où ils vont comprendre ce qui se passe, ils pourront mieux l'aider. Ouais. Parce que si on reprend notre exemple de c'est difficile de s'endormir et que j'ai tout un tas de petits rituels. Si mon point de vue de parent, c'est de dire bah, il fait la comédie, c'est n'importe quoi son truc, bah, je vais tendance à m'agacer, à m'énerver. Ça va potentiellement dégrader nos relations parce qu'on va être tendu et puis ça va être un peu la foire d'empoigne. Donc c'est voilà. Et en général, ça va pas trop aider. Ah non, On va renforcer un contre-productif peu. même. Et puis à l'inverse, si je suis un peu dans le mode un peu hyper protecteur, ah oui, c'est compliqué pour toi, bah, je vais faire tout ce que tu vas me demander pour t'aider. Hmm. Mais on est un peu dans l'excès inverse.
Ouais, mais c'est bien ça. qui est Ouais, pas non plus hyper productif pour le coup. Et ben dans le ouais. programme Space, tu vois, c'est une des premières étapes. On parle de l'anxiété et on parle un peu de ces mécanismes-là. Alors c'est très simplifié. Par exemple, on va parler de parent protecteur, celui qui est assez sensible un peu aux émotions de son enfant et qui, voilà, qui va accommoder pas mal de choses derrière. Et puis le côté un peu, le parent, ils appellent ça, en français, on pourrait dire exigeant. Dire non, mais c'est n'importe quoi, tu vas le faire, tu peux le faire, les autres n'ont pas peur. Donc, au niveau Ouais. émotionnel, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on est Et plus dans en la mesure. plus, ouais, il introduit la notion de comparaison, donc déjà, ça nuit énormément aux enfants et à l'adolescence, ça explose. Alors si le parent vient dire, regarde, les autres enfants s'en sortent mieux, c'est la recette pour rendre misérable l'enfant et diminuer son estime. Et tu viens de décrire deux comportements très extrêmes l'un de l'autre, l'un qui est très surprotecteur et l'autre qui est ben non, je vais tout me. Non, c'est surprotecteur et l'un qui est hyper exigeant et les deux sont problématiques, effectivement. Donc, si ces parents-là comprennent ce que c'est que l'anxiété, je pense, effectivement, c'est là où on commence à changer les choses. Hmm. C'est ce que tu Ce qui est dis. intéressant dans ce côté un peu excessif, attends, je me mets devant la caméra, voilà, des deux côtés, c'est qu'en fait, un même parent peut avoir les deux types de réactions. Il peut être Ça, très c'est bien. empathique, Ça, c'est intéressant, ouais. au quotidien et d'accommoder plein de choses. Puis dans les jours où on est très fatigué, on n'en peut plus, on passe du côté hyper exigeant. Mais c'est n'importe quoi, arrête ta comédie, laisse-nous tranquille avec ton machin, tu vois bien qu'il n'y a pas de danger ici, voilà, va dormir. Et Exactement. donc on peut switcher Paris, en plus, switcher d'une extrême à l'autre. Alors que, donc, en fait, l'idée de Space, si on veut, c'est finalement ramener ces extrêmes-là bah, dans un milieu, dans quelque chose qui est au milieu et qui est finalement vraiment du coup protecteur et aidant réellement pour l'enfant de façon adaptée et efficace. et justement dans les premières étapes, ben, l'idée c'est de prendre conscience un peu de comment nous, en tant que parents, on réagit un peu à ces situations-là face à l'anxiété de notre enfant. Et de trouver un peu la façon de réagir qui est plus, je dirais pas forcément mesurée, mais qui est un peu plus complète. Parce qu'en fait, dans les deux versants, entre le euh, euh, côté exigeant et le côté, j'ai perdu le mot. Euh, Euh, dans le côté exigeant et le côté super protecteur, c'est ça que tu voulais dire? voilà, super protecteur, il y a des avantages et des inconvénients. Recommence la phrase. Elle En sera fait, coupée. euh, je sais plus comment j'avais Dans commencé. le côté surprotecteur, ah ben je sais pas. Bah, rappelle-toi, prends le temps, tu parlais, tu étais en train d'essayer d'expliquer. Oui, qu'on euh, allait trouver un peu le juste milieu quelque part. Voilà. En fait, il y a une étape dans le programme Space, dans les premières étapes, on va travailler un peu comment être soutenant vis-à-vis de notre enfant quand il est confronté à l'anxiété. Et être soutenant, en fait, ça a deux composantes. Et ces deux composantes, on va les retrouver chacune, en fait, dans le côté surprotecteur et dans le côté exigeant. Il y a le côté, en fait, dans le côté surprotecteur, l'avantage, c'est que ben, on est empathique, on comprend les émotions de notre enfant. Je vois que t'es pas bien, que c'est difficile pour toi. Ça, c'est dans l'acceptation de l'émotion, c'est hyper important. Ça fait partie un peu de notre déclaration de soutien qu'on peut faire à nos enfants. Là, je vois que c'est difficile pour toi à ce moment-là. Et l'autre côté qu'on va retrouver sur le côté un peu plus exigeant, c'est ben, je suis convaincu que tu peux y arriver, à faire face à cette émotion. Et donc l'idée, c'est de trouver les meilleures parties de chacun pour les mettre ensemble et dire ben, de développer un peu cette réponse de soutien à notre enfant. Je vois que ce que tu vis en ce moment, là, quand c'est le moment du coucher, ou etc., c'est vraiment difficile. Tu ressens des choses très difficiles pour toi. Et vraiment, je comprends que c'est difficile. Et en même temps, je suis persuadé que tu peux apprendre à faire face à ces émotions difficiles. Et là, on envoie un message d'espoir aussi de dire, bah, tu peux être capable de le faire. Ça envoie, ouais, tu vois là que ça envoie le message un peu inverse de se dire, bah, je vais le faire à ta place parce que implicitement, tu n'es pas capable de le faire. Voilà. Absolument. Et donc, on ajuste un peu ces déclarations au départ qui sont un peu maladroites des parents, quelque part, pour avoir un message un peu plus clair et porteur d'espoir pour l'enfant. Alors, ça ne fait pas tout dans le programme Space parce qu'il y a d'autres étapes. Parce que dans les autres étapes, notamment l'autre composante vraiment clé, ça sera de repérer au cours de notre journée
de parents, ben, où sont toutes les petites accommodations qu'on fait au quotidien, du lever jusque dans la nuit, etc. Et donc, il y a ce travail de prise de conscience, là, qu'est-ce que j'accommode? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié à l'anxiété ou pas, ou autre chose? Voilà. Et ensuite, le programme tel qu'il est fait et structuré, c'est dire, ben, on va travailler avec les parents, se dire, bah, OK, on va commencer avec quelle accommodation qu'on va commencer à réduire, à réduire. Et donc, on va travailler sur un plan d'action, pour réfléchir avec eux, ben, maintenant, comment on va faire les choses différemment. C'est-à-dire, dans cette situation, bah, faudra en partie inclure des déclarations de soutien, mais aussi bah, comment je vais réagir quand mon enfant il va être non, est-ce que tu regardes sous le lit, regarde les fenêtres, etc. Qu'est-ce que je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais l'annoncer aussi à l'enfant, etc. Donc c'est vraiment très graduel, très progressif pour que ça soit faisable aussi, parce que si on change tout d'un coup, c'est Oh, pas. oui. Ah bah oui, non, de toute façon, c'est pas acceptable, même ni pour les parents, ni pour l'enfant. Mais c'est chouette, ça veut dire en fait que c'est ce qu'on fait souvent en TCC, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, c'est-à-dire finalement, on va équiper, outiller les parents, c'est-à-dire que le psy il est là pour outiller les parents à comment ils vont réagir. Et ça, cette notion d'outil est importante. Par exemple, le psychologue américain qui a créé ce programme-là, qui s'appelle Elie Lebowitz, lui, ce qu'il dit aux parents, dire bah, vous n'êtes pas une partie du problème, vous êtes une partie de la solution. Et donc, on va s'appuyer sur vous pour aider votre enfant à mieux appréhender son anxiété. Voilà. Vous êtes un peu un vecteur qui va les aider finalement indirectement. Parce que ce qu'on vise au final, c'est pas spécifiquement les parents, c'est que ça ait des répercussions sur l'enfant, se dire bah tiens, oui, j'ai des occasions pour appréhender des situations qui sont émotionnellement pas simples, et je vois que progressivement, je commence à apprendre à pouvoir y faire face tout seul ou en trouvant d'autres stratégies. Et ça renforce mon sentiment de compétence, de confiance. Et puis ça m'engage aussi peut-être progressivement bah, à tenter des trucs de mon côté et à avancer là-dedans. Bah, du coup, quand on entend ça, on se dit que ce programme, limite, il devrait être enseigné à tous les parents pour les aider à être, bah, comment dire, efficients en tant que parents de manière générale et apporter vraiment un soutien efficace pour que leur enfant, parce que souvent, on le voit, hein, beaucoup de parents qui ont eux-mêmes une baisse d'estime d'eux-mêmes, ils ont tendance à faire à la place de leurs enfants. Et du coup, quand ils font à la place de leurs enfants, ils leur volent leur estime de soi. Ils savent pas qu'ils volent malgré eux l'estime de soi de l'enfant, parce que du coup, l'enfant, avec le temps, il se dit, en dehors même de l'anxiété, hein, et il finit par se dire, bah, en fait, si papa ou maman me fait tout le temps à ma place, ou tata ou tonton, peu importe, hein, l'éducateur qui est autour de l'enfant, c'est ça qui est important. Si l'adulte fait toujours à ma place, c'est que je ne suis pas capable. En fait, c'est le message que reçoit l'enfant. Tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, c'est le job de parent, je dirais, c'est le job le plus compliqué qui existe. Moi, j'ai l'impression, alors c'est mon ressenti personnel, sans doute. Je partage totalement. On n'est pas formé à ça. Et puis, on entend plein de trucs aussi sur les réseaux, les conseils des familles qui sont des fois très contradictoires. Bah, tu devrais faire ça. Puis l'autre qui te dit l'inverse. Qu'est-ce que je dois faire alors? On a l'impression que tout le monde a une solution alors que c'est évidemment très complexe. Donc, effectivement, si on équipe un peu mieux les parents, mais c'est pareil pour d'autres problématiques. Tout à l'heure, on parlait des problématiques de comportement. Je crois que tu proposes aussi, toi, un accompagnement type un peu Barclay, des choses comme ça. Voilà. Bah, c'est le même principe, finalement. Comment on peut accompagner les parents à appréhender ces situations qui sont pas évidentes à gérer à la maison pour aider mon enfant, mais qui va nous aider nous tous aussi en même temps, finalement. Et, euh, et je pense qu'il y a, d'ailleurs, au-delà des parents, il y a même plein de professionnels qui mériteraient d'être formés à ça pour connaître un peu aussi ces approches-là Ben qui oui. apportent une plus-value dans pas mal de situations. Ben, d'ailleurs, c'était un petit peu par hasard quand j'ai discuté avec toi il y a peut-être 2 ans, hein, où tu m'en as parlé, mais je ne connaissais pas le programme Space. Et quand j'en parle autour de moi, beaucoup de thérapeutes enfants, pour les enfants, ne connaissent pas ce programme. C'est vraiment dommage d'ailleurs. Euh, Toi, tu formes là-dessus? Si jamais quelqu'un voulait se former, tu formerais là-dessus? Parce que ça, c'est intéressant. Je suis pas un formateur officiel, mais je vais proposer. Alors, je commence cette année en novembre. Alors, moi, je suis de Poitiers sur Poitiers.
à proposer 2 jours on va dire, de sensibilisation parce que j'ai pas le label de formateur officiel du programme. Voilà. Mais pour présenter un peu le programme, la démarche, les outils qu'on peut utiliser, de comment appréhender tout ça. Donc voilà, après j'en ai qu'une programmée cette année, j'en aurai une autre sans doute l'année prochaine, une ou deux, voilà. Mais Ouais. Dans le CMP où tu es, est-ce que tu formes ou tu sensibilises d'autres, tu arrives à sensibiliser d'autres psys est-ce que vous êtes tous formés à ça? Est-ce qu'il n'y a que toi qui fonctionne avec ça? Comment ça se passe en pratique? Parce qu'en France, j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas trop. Comment ça se passe en pratique? alors, chaque CMP est aussi différent. En tout cas, notre CMP, il est, alors comme tous les CMP pluridisciplinaires, après, dans tous les psychologues qui travaillent, on a des orientations différentes. Mhm. Donc, on a des approches, des façons de faire qui sont aussi totalement différentes. Donc, actuellement, il n'y a que moi qui le propose sur le secteur enfance. Après, D'accord. l'espoir, c'est que si ça intéresse d'autres professionnels, même chez les ados, ça pourrait être chouette que d'autres puissent le proposer aussi. Je pense qu'il y a plein de trucs à utiliser, même en dehors du programme structuré. Des fois, il y a des petits trucs, des petites astuces qu'on peut proposer dans d'autres contextes. La déclaration de soutien, par exemple, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est un truc qui est assez, qui est pas si compliqué que ça et qu'on pourrait utiliser dans plein de situations émotionnelles pour nos enfants. Et du coup, selon toi, Laurent Dautry, quelle est la proportion de ton expérience et de l'étude, enfin du programme, de la réussite du programme Space exclusivement avec les parents? Ah, alors, de mon expérience, moi, personnelle, je dirais que j'ai un échantillon trop faible pour conclure là-dessus. Je sais que les auteurs de ce programme-là étudient un peu l'efficacité. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant sur leur site internet, ils donnent les articles gratuitement. Donc, ça permet de voir un peu, pas toujours accessible. Donc là, ça permet de voir un peu ce qui ça donne. On est vraiment au début de la recherche sur l'efficacité du programme. Donc, ça demande à être répliqué, à avoir d'autres études plus importantes, notamment. Alors, je sais que sur une des études, ils ont essayé de comparer l'efficacité du programme SPACE avec une TCC classique individuelle. Mhm. Ah, ça, c'est chouette. Il y a un tout petit échantillon, et puis leur conclusion, c'était que il y avait alors sur l'aspect technique, il y avait une non-infériorité de Space par rapport à la TCC. C'est-à-dire que c'est à peu près équivalent en termes d'efficacité. Mais sur un petit échantillon, ça demanderait de le reproduire plusieurs fois et puis de voir un peu ce Tu te que souviens de l'échantillon de combien d'enfants? Ou plutôt comme combien de parents? c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Je sais pas s'ils sont, il y a peut-être 20, 30, Ouais, ça vraiment faudrait petit. regarder en tête Ouais, précisément. Mais ouais. ils avaient un taux d'efficacité, je crois, à peu près à 50% si on regarde les résultats précis. Ce qui est assez cohérent quand on voit ça dépend des études, mais sur l'efficacité des TCC, on est entre 50 et je crois 60, 65% d'efficacité. Après, la question, c'est quels sont les critères d'efficacité qu'on va utiliser. Mais du D'accord. coup, ça apportait en tout cas sur En un format bénéfice, uniquement parental, ouais. des bénéfices pour certaines familles. Ouais, bah ça c'est précieux parce que ça veut dire qu'on travaille uniquement avec le parent et ça donne des résultats sur l'enfant. Ça, c'est précieux quand même. Et c'est sur une dizaine de séances, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est Ça, ça, le programme c'est très s'amuse. économique au final. Ouais, ouais. Parce qu'une TCC classique, avec juste l'enfant et une ou deux fois les parents, comme j'ai eu l'habitude de faire, bah, ça peut largement dépasser 10 séances faciles. On est à 15, des fois 18, des fois 20, en fonction de la sévérité du trouble, etc. Et du coup, bah, rien que ça présage de quelque chose de très positif pour l'avenir. Donc, ça serait intéressant d'effectivement de continuer à étudier et le valider encore plus. Mais plus on sera aussi nombreux à l'utiliser, plus on sera aussi nombreux à avoir un avis et peut-être participer avec peut-être des quelques cohortes. Ok, bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, ça peut tout de suite ennuyer les gens. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce programme, en fait, qui s'appelle Space, s'utilise exclusivement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, exclusivement avec les parents sans jamais voir l'enfant, ce qui est assez original.
en fait. Ouais. Quand on voit les psys, ben oui, tous, on en voit les enfants. Moi, je vois beaucoup de parents. Il y a des psys qui ne voient pas du tout les parents. Et là, en fait, c'est un programme juste avec les parents et on obtient une efficacité à ce niveau-là. Donc, très encourageant. Est-ce qu'il y a une prévention de la rechute, par exemple? On va finir sur ça. Est-ce que ça, d'habitude, dans les programmes de TCC, enfin, traditionnellement, quand on travaille en thérapie comportementale et cognitive, avec que ce soit les adultes, les enfants, etc., on fait toujours au moins une séance sur la prévention des rechutes. Est-ce que elle est comprise dans le space ou toi tu le fais à part ou comment ça se passe? Sur la fin du programme, on évoque la possibilité que ça puisse revenir. Donc, on anticipe un peu ce côté-là pour prévenir un peu les parents et de se dire, bah, finalement, si ça se reproduit, comment vous pourriez faire? Voilà. Avec la possibilité de reprendre rendez-vous s'il y a besoin, des fois d'échanger par téléphone ou par mail, voilà, etc. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'anxiété, elle est jamais vraiment figée, comme plein d'autres troubles, finalement, parce que ça évolue en fonction de différentes étapes de la vie. Ça peut revenir, ça peut se calmer à des moments, ça peut Ça peut évoluer. s'activer lors d'un événement extérieur. Enfin, il y a mille et une raisons pour qu'elle s'active. Donc il n'y a pas de, bah, on en parle quand même un petit peu sur la fin. Après, je reviens sur un point que tu as abordé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les enfants, mais ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'économie de pouvoir évaluer si vraiment l'enfant souffre d'un trouble anxieux. Donc, ça veut Très dire bien. qu'il Ah oui, faut oui, tout à fait. Bah oui, tu fais bien de le souligner, pas effectivement. C'est-à-dire que le programme est exclusivement avec les parents, mais si le psy a un doute, peut-être évaluer avec des échelles, parce qu'on en a des échelles pour mesurer. J'imagine est-ce que tu utilises d'ailleurs les échelles habituelles qu'on utilise en TCC, ou il y en a qui sont spécifiques à Space? D'ailleurs, c'est une question, tiens, qui vient me... Alors, Space, ils utilisent deux petits questionnaires, un pour les parents, un pour les enfants, mais qui est ciblé sur les accommodations. D'accord. C'est-à-dire, Super, donc, dans la situation d'anxieuse pour l'enfant ou pour moi, quand c'est pour l'enfant, ben, est-ce que j'ai tendance à demander à mes parents de faire à ma place ou des choses comme ça? Ça permet d'évaluer un peu des deux points de vue, parents et enfants, finalement, ce qu'ils perçoivent des accommodations. Mais ça, c'est la démarche, on va dire, de quand on commence à préparer le programme. Mais après, pour l'évaluation de l'anxiété, des troubles anxieux, c'est un peu les choses un peu classiques. Il faut juste s'assurer que les accommodations sont liées à l'anxiété de l'enfant et et pas à pas. d'autres choses. Voilà. Et que, voilà, pour pas qu'on se trompe de cible. Bien sûr, ouais. On ne se trompe pas finalement de thérapie ou de traitement. Après, c'est pas obligé, je dirais, d'avoir un diagnostic strict de troubles anxieux, parce que ça peut être un problème un peu d'anxiété, voilà, sans qu'on. Parallèle, qui n'est pas forcément catégorisé d'ailleurs. Et puis, alors d'ailleurs, alors, on peut vite digresser sur d'autres trucs, mais je sais que là, ce programme, il est fait au départ pour faire une intervention qui est individuelle avec les parents. Mais il y a pas mal de monde maintenant qui commence à se former dans le monde. Et maintenant, ils commencent à proposer des formats de groupe. C'est-à-dire Et que ça plusieurs parents. mm. Alors, je pense que ça convient, enfin, il y a avantages, inconvénients, mais ça convient peut-être un peu mieux pour des situations qui sont moins complexes, peut-être, parce que qui Oui, demandent moins de travail fin avec les parents. Dans certains cas, c'est nécessaire, mais oui, qui peut avoir l'avantage de dire, bah, tiens, on n'est pas les seuls parents à vivre ça. exactement. Et en termes de soutien social, c'est hyper intéressant. Alors moi, je le propose pas en groupe, en tout cas pas pour l'instant, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Ouais. Et ils adaptent, il y a des équipes qui commencent à le travailler aussi sur bah, comment on peut l'adapter pour des profils d'enfants particuliers, comme par exemple des enfants autistes. On sait que les troubles du spectre de l'autisme sont souvent associés à de l'anxiété. Mais est-ce qu'on peut proposer le programme SPACE et comment on peut l'adapter pour ces profils-là? Et il y a une équipe qui est en Israël qui a fait une étude là-dessus et qui montre comment c'est des résultats assez intéressants là-dessus. Et donc, on peut imaginer pouvoir l'adapter à des profils aussi d'enfants qui n'ont pas que un trouble anxieux, mais peut-être d'autres particularités, je pense Émotionnel peut-être. émotionnelles, oui, ou même d'autres choses, quoi, voilà. Ok. Donc, il y a plein de trucs qui commencent à se monter, donc Ouais, c'est ouais, très intéressant. très intéressant. Ouais.
Ouais, le groupe, moi j'aime beaucoup le travail du groupe. L'efficacité du groupe, pour moi, elle dépasse de mon expérience l'efficacité individuelle, mais bon, ça n'engage que moi. Très bien. Bah écoute, oui, c'est vrai, tu as parlé du TSA. Et le TDAH, alors en dehors, je ne parle pas de la guidance du Barclay qui s'intéresse au TDAH, mais parce que le TDAH, les enfants qui ont un TDA ou un TDAH, bah souvent, ils peuvent aussi, comme tous les enfants, avoir des troubles anxieux. L'un n'interdit pas l'autre. Parce que d'un côté, on a un trouble neurodéveloppemental qui est le TDAH, et de l'autre, bah, rien n'interdit que je développe. Alors, est-ce que il y a des notions comme ça dans le space où on peut l'utiliser aussi avec des enfants TDAH? Bah, j'ai l'impression que oui, mais je vais te laisser répondre. Alors, c'est pas prévu à la base, mais après, c'est à nous de l'adapter. De Parce que, l'adapter. voilà, se dire, bah voilà, on sait que votre enfant aussi, il a un profil un peu particulier avec d'autres défis qui s'imposent à lui, le TDAH avec sans doute de l'impulsivité, des problèmes d'attention, etc. Donc, bah, comment on peut l'appréhender aussi en tenant compte de cette particularité-là? Mais ça, c'est plus le rôle, on va dire, du thérapeute de Mhm. prendre en compte, voilà. Parce que ça peut avoir une influence sur la façon dont l'enfant peut réagir à certains moments. Si j'ai un enfant qui est très impulsif, et notamment émotionnellement, bah ça, pour l'anxiété, ça va pas trop l'aider. C'est Absolument. il est régulé facilement au niveau des émotions. Il y a aussi, après, la question, c'est est-ce que ça sera l'approche la plus de première intention ou est-ce que ça sera en plus d'autres choses? Parce qu'il y a aussi peut-être il y a d'autres stratégies qui existent pour aussi accompagner les enfants à réguler leurs émotions, à trouver des outils aussi pour faire ça. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, je reviens un peu sur Space, je crois que sur leur site, il y a aussi un article où ils ont étudié, enfin c'est plus une étude de cas quelque part, de se dire, bah voilà, on a fait le programme parent en parallèle d'un suivi individuel TCC pour l'enfant. Et Mhm. ils décrivent un peu comment ils se sont débrouillés pour faire ça. Donc ça n'empêche pas d'être flexible et de trouver Oui, un contexte un peu plus global d'accompagnement. oui. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que de toute façon, c'est un petit peu l'approche d'un bon psy, c'est-à-dire que tout ce qui va aider le patient, la personne, l'enfant à ne plus souffrir est bon à prendre. Donc là, on parlait de Space qui est intéressant parce que on travaille uniquement avec les parents, mais travailler avec les parents et peut-être prendre aussi l'enfant de temps à autre n'est pas du tout interdit en fait, au contraire. Et c'est du cas par cas au final. Oui, voilà. L'idée, c'est Ok. de faire un accompagnement un peu sur mesure quand on a les possibilités de le faire. C'est ce qui est vraiment l'idéal. Ouais, quand on peut, effectivement, et quand il y a aussi, sachant que, alors au CMP, ça va encore, mais dans le libéral, ça a un coût. Et donc forcément, des fois, ça peut être juste une histoire d'économie. On va faire peut-être space et attendre un peu, ensuite voir peut-être l'enfant et améliorer encore plus. En tout cas, c'est des ajustements à voir avec les parents et l'enfant. Bah, du coup, merci beaucoup, Laurent Dautry, de ta participation. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans encore ce énième podcast de Psychoté. J'espère que ça aura répondu à quelques-unes des questionnements de certains parents. Et bah, vous, en tant qu'auditeur, n'hésitez pas, bah, le truc habituel sur YouTube, c'est-à-dire liker, partager, etc. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro.